Dans cette vidéo, vous découvrirez 12 des plus grosses erreurs que commettent presque tous les investisseurs, selon Warren Buffett. J'admets quelques-uns de mes propres péchés en matière d'investissement en cours de route pour être un bon sportif. Il s'agit de notre chaîne, qui vous propose les meilleurs conseils et outils pour atteindre la liberté financière grâce à l'investissement boursier. Numéro 1. Chronométrer le marché. Eh bien, nous ne le faisons pas. Charlie et moi ne pensons pas au marché et moi et Ben n'y pensons pas beaucoup. Lui, je pense qu'il a fait une erreur en essayant occasionnellement de lui donner une valeur. Nous regardons des entreprises individuelles, mais le marché boursier, je ne connais personne qui ait réussi, et qui ait vraiment gagné beaucoup d'argent en prédisant les actions du marché lui-même. Je connais beaucoup de gens qui ont bien réussi à choisir des entreprises, et c'est ce que nous espérons faire. Trop se concentrer sur ce que fait le marché boursier en général est une chose que Warren Buffett considère comme une grave erreur. Un engagement si facile que même son modèle d'investissement, Benjamin Graham, le faisait. Pourquoi la prévision des mouvements du marché est-elle si séduisante? La marée de l'océan peut à la fois soulever et couler tous les navires. Vous avez réussi à identifier un excellent stock, mais vous avez été détruit à cause du Covid. Ensuite, vous avez trouvé une autre entreprise géniale, mais vous avez dû faire face à la hausse des taux d'intérêt, à l'inflation et à la guerre. Que diable? Je pense que c'est la raison pour laquelle il est si séduisant d'essayer de prédire ce qui se passe au niveau macro dans l'économie. Nous voulons acheter les creux et vendre les sommets. Cela semble si simple, n'est-ce pas? Warren Buffett dit qu'il faut se concentrer uniquement sur deux choses dans la vie, l'important et le connaissable. La direction que prend le marché est certes importante, mais peut-on la connaître? Je ne sais pas quelle hausse des taux d'intérêt Jeremy Powell annoncera lors de la prochaine réunion politique de la Fed. Bon sang, je ne pense même pas que Jeremy Powell lui-même le sache. Et ce n'est là qu'une des 100 variables qui sont importantes pour déterminer la direction que prend le marché. Alors, que fait Buffett à la place? Il se concentre sur ce qui est à la fois important et connaissable, en identifiant des entreprises de qualité supérieure à des prix équitables. Reconnaître qu'un navire est supérieur est beaucoup plus facile que de prédire chaque tempête qui pourrait survenir très, très loin dans le futur. Parfois, il y aura des ouragans et du tonnerre, et l'un de vos navires pourra couler, mais à d'autres moments, vos navires auront le vent dans le dos. Ayez confiance qu'au fil du temps, vous réussirez en pariant sur les meilleurs bateaux. Deuxièmement, s'attacher à votre prix d'achat. Une action à 50, quelqu'un en paie 100, il se sent très mal. Quelqu'un d'autre en a payé 10, il se sente bien. Tous ces sentiments. Et cela n'a aucun impact. Jetez un œil à ce graphique qui représente le cours de l'action Amazon au cours des 5 dernières années. Arnold a acheté l'action en juin 2022 et il bénéficie désormais d'un joli rendement de 5%. Pas trop mal. Il se sent probablement plutôt bien dans sa peau étant donné que c'était il y a seulement 4 mois. En revanche, Ben a racheté l'entreprise en juillet 2021 et il a perdu 38%. Et puis il y a Katie qui a acheté Amazon il y a 5 ans et elle bénéficie désormais d'un joli rendement de 133%. Passons maintenant à la question à $1 million. Est-ce que tout cela compte? Arnold, Ben et Katie devraient-ils traiter les actions d'Amazon différemment en fonction du moment où ils ont acheté l'entreprise? Peut-être qu'Arnold et Katie devraient vendre pour réaliser un bénéfice, tandis que Ben devrait attendre d'atteindre le seuil de rentabilité? Présenté ainsi, je pense qu'il est assez facile de voir que la réponse à cette question est non. La seule chose qui compte pour la décision d'aujourd'hui, à savoir vendre ou conserver Amazon, est la manière dont l'entreprise est susceptible de fonctionner à l'avenir. Après tout, si Amazon vend 50% de plus en un an, Arnold, Ben et Katie réaliseront tous un bénéfice de 50% par rapport au niveau actuel. Ils ne sont pas traités différemment. L'erreur ici est que de nombreux investisseurs ont tendance à s'attacher à leur prix d'achat. Le stock d'Amazon ne se soucie pas de votre prix d'achat. Les actions ne font pas preuve d'empathie.
Il traite les investisseurs qui ont perdu 38% sur leur participation et ceux qui ont gagné 133% exactement de la même manière à l'avenir. Warren Buffett pense qu'il faut toujours faire semblant d'avoir une page vierge. Vous entendrez bientôt parler d'un frère ou d'une sœur à cause de cette erreur. Une erreur que Buffett qualifie de loin de sa plus grosse erreur. Numéro 3. Projection de croissance agressive. Je pense que c'est une erreur pour toute entreprise de prédire une croissance de 15% par an. Il y en a beaucoup. Très peu de grandes entreprises peuvent composer leurs bénéfices à 15%. Cela n'arrivera pas. Avez-vous déjà pensé à vous-même ? Ce titre semble assez cher, mais s'il peut simplement continuer à augmenter ses bénéfices de cette manière, ce sera bientôt une bonne affaire. Bien sûr, de nombreuses entreprises dont les valorisations boursières sont élevées tentent de défendre le cours de leurs actions en prévoyant une croissance étonnante. Mais comme le souligne Buffett, s'attendre à des taux de croissance très élevés est une erreur. Je ne vous conseille certainement pas de rester à l'écart des entreprises en croissance. Buffett aime investir dans des entreprises qui peuvent se développer, surtout s'ils peuvent le faire sans avoir besoin de trop de capital. Mais la croissance à tout prix, qui a été la mentalité de Wall Street en ces temps de taux d'intérêt bas, est un piège. Chaque fois que vous achetez une action à un prix, disons, 20 fois supérieur aux bénéfices, vous avez besoin d'une croissance assez drastique des bénéfices pour obtenir un rendement intéressant et, comme le souligne Buffett, ce n'est pas si facile à faire. Parmi les sociétés du S&P 500 2012 qui existent encore aujourd'hui sous le même symbole boursier, seules 40 sociétés ont réussi à croître de 15% ou plus. Cela représente environ une entreprise sur 10. Il est très difficile de sélectionner une entreprise sur 10. Investisseurs dans les Tesla, Intuit et Nvidia du monde, méfiez-vous. Numéro 4. Utilisez beaucoup de leviers. En réalité, la seule façon pour une personne intelligente, raisonnablement disciplinée dans sa façon d'envisager ses investissements, d'avoir des ennuis est d'utiliser l'effet de levier. Je veux dire, si quelqu'un d'autre peut vous débrancher, au pire moment d'une sorte de désastre financier général, vous faites faillite. Et Charlie et moi avons tous les deux des amis qui savent tout cela leur est arrivé. Utiliser beaucoup d'effets de levier est l'équivalent financier de jouer à la roulette russe. Bien sûr, j'accepterais volontiers un risque sur 6 de me faire exploser la cervelle. Investir n'est vraiment pas un jeu créé pour les impatients, et rien n'est plus désespéré qu'un portefeuille rempli d'argent emprunté. Sauf peut-être en jouant vraiment à la roulette russe, bien sûr. Pourquoi l'effet de levier est-il si dangereux ? C'est parce que si vous empruntez de l'argent, vous pouvez avoir raison sur quelque chose, mais vous n'êtes pas autorisé à jouer votre main, donc vous perdez de toute façon. Laissez-moi vous expliquer. Harry, le gestionnaire de fonds spéculatifs, décide de vendre à découvert GameStop le 15 mars 2022. Lorsque Harry vend à découvert GameStop, il utilise l'effet de levier, mais il emprunte des actions au lieu de liquidités. Warren Buffett déteste les ventes à découvert pour la même raison qu'il déteste l'effet de levier. Harry emprunte et vend des actions d'une valeur de 1 million et dépose 500 000 en marge initiale requise. Quelque chose que le courtier souhaite qu'il ait sur son compte, car il veut être sûr qu'il pourra restituer ses actions à l'avenir. GameStop est évalué à pas moins de 20 fois son année la plus performante depuis une décennie, et l'entreprise a été confrontée à de terribles vents contraires au cours des 5 ou 6 dernières années. En d'autres termes, Harry est assis sur une très bonne main. Peut-être pas une paire d'as, mais peut-être une paire de dames ? GameStop. Peu importe. Il ne sera jamais autorisé à jouer cette main. À peine une semaine plus tard, les actions de GameStop grimpent de 19 à 31 par action. Harry doit désormais à son courtier plus de 1,6 million d'actions GameStop. De plus, il doit mettre en place quelque chose appelé exigence de marge de maintenance. Au total, environ 2,1 millions de dollars. C'est à ce moment-là que son courtier émet un appel de marge de 600 000, argent qu'Harry doit transférer sur son compte pour que le courtier soit à l'aise pour conserver cette position. « Montre-moi l'argent !» Harry ajoute l'argent. À peine une semaine plus tard, les actions se vendent 47 $. Il doit désormais au courtier près de 2,5 millions d'actions GameStop.
Vous l'avez deviné, ils émettent un autre appel de marge. Cette fois, c'est pour 1,1 million de dollars, ce qui est plus que ce que Harry peut se permettre. Au lieu de cela, il est obligé de racheter des actions et il décide de clôturer la totalité de la position à 1,5 million de dollars de pertes. À mon avis, l'action de GameStop se négocie actuellement à un niveau beaucoup trop élevé et je pense que l'imaginaire Harry finira par avoir raison. Mais comme il a utilisé l'effet de levier, il ne pourra jamais profiter de cette prédiction. Numéro 5. Il manque la forêt pour les arbres. Nous avons commis beaucoup d'erreurs lors des acquisitions. Beaucoup. Les erreurs consistent toujours à faire une mauvaise évaluation des conditions économiques futures du secteur ou de l'entreprise. Ce n'est pas un mauvais bail. Il ne s'agit pas d'un contrat de travail spécifique. Ce n'est pas un brevet douteux. Ce ne sont pas ces choses qui comptent. 3 choses. L'économie future de l'entreprise et de l'industrie, la gestion, le prix. Si vous réussissez ces 3 choses, vous n'avez pas à vous soucier de chaque détail d'une entreprise. Warren Buffett serait capable de conclure un accord en 15 minutes. Cela est bien sûr en partie dû à des tonnes et des tonnes d'expérience en affaires, mais c'est aussi parce qu'il aime garder les choses simples. En 15 minutes, il peut probablement comprendre chaque détail d'une entreprise, la diligence raisonnable typique à laquelle les banquiers d'investissement et les consultants en gestion consacrent des heures interminables. Mais il peut choisir les 3 précédents, et en fin de compte, c'est ce qui compte. Si vous vous laissez prendre par trop de détails, vous risquez de manquer la forêt à cause des arbres. Cependant, s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que c'est formidable d'avoir une approche ascendante. Cela signifie que je fais parfois des analyses assez détaillées, mais j'essaie ensuite de résumer ces informations par moi-même à la fin. Par exemple, voici à quoi ressemble peut-être une journée ou 2 d'analyse d'un producteur de cuisine suédois appelé Nobia. J'ai essayé de donner à chacune de mes catégories, croissance, entreprise et gestion, une note de 1 à 5 tout en notant simplement les éléments les plus importants dans chaque catégorie. Ceci, ainsi que le graphique représentant les flux de trésorerie de l'entreprise et ce que je pense que l'entreprise rapporte actuellement, donne une bonne représentation de l'opportunité qu'elle représente, je pense. Ensuite, je compare cela avec les autres entreprises que j'ai analysées et je sélectionne celles qui, à mon avis, ont les plus grandes perspectives. Numéro 6. Sauter par-dessus des barres de 7 pieds. Certaines entreprises sont beaucoup plus faciles à comprendre que d'autres, et Charlie et moi n'aimons pas les problèmes difficiles. Vous savez, je veux dire, nous préférons multiplier par 3 plutôt que par tarte. Je veux dire, c'est juste plus facile pour nous. Certaines personnes pensent que si vous sautez par-dessus une barre de 7 pieds, le ruban qu'ils vous épingleront vaudra plus d'argent que si vous enjambez une barre d'1 pied. Ce n'est tout simplement pas vrai du tout dans le monde de l'investissement. Je pense que commettre cette erreur est si courant parce qu'elle va complètement à l'encontre de ce que signifie le succès dans de nombreux autres efforts de la vie. Escalader des montagnes impossibles, sauter des hauteurs impossibles, résoudre des équations impossibles, etc. Partout ailleurs, vous êtes récompensé pour avoir accompli les tâches difficiles. Mais dans le monde de l'investissement, ce n'est tout simplement pas le cas. Réaliser des acrobaties mathématiques compliquées ou des prédictions difficiles sur l'avenir des industries n'est pas seulement peu gratifiant, mais souvent désastreux pour les résultats d'investissement. Il suffit de demander aux génies mathématiques et aux lauréats du prix Nobel de la gestion du capital à long terme. Cela renvoie à l'erreur de ne pas trouver la forêt derrière les arbres. Si vous pouvez trouver une entreprise avec des perspectives industrielles et commerciales favorables, où la direction est honnête et travailleuse, et où vous ne payez pas trop cher pour cette entreprise, vous réussirez forcément. Des idées simples donnent des résultats exceptionnels à long terme dans le monde de l'investissement. Numéro 7. Réduire votre univers d'opportunités. Nous pensons que le fonds le plus logique est celui que nous avons à Berkshire, où nous pouvons essentiellement faire tout ce qui a du sens. Et ils ne sont pas obligés de faire quelque chose que nous ne pensons pas avoir de sens. Je pense que c'est une erreur de réduire l'univers des possibles. La nôtre est réduite simplement par sa taille. Mais nous n'essayons pas de le faire. Nous ne cherchons pas à circonscrire nos actions d'une manière ou d'une autre. J'ai péché la majeure partie de ma vie
parce que mon père est un grand passionné de pêche. Une chose que j'ai remarquée chez mon père, c'est qu'il ne passe jamais trop de temps au même endroit. Si cela ne donne aucun poisson, il se déplace vers un autre endroit. S'il avait été têtu ou étroit d'esprit, essayant de pêcher au même endroit toute la journée, eh bien, le résultat aurait probablement été beaucoup moins de poissons. Il en va de même pour l'investissement. Les opportunités ne restent pas longtemps au même endroit et personne ne sait où elles se présenteront ensuite. Par conséquent, il vaut la peine d'avoir l'esprit ouvert et de ne pas réduire votre univers de possibilités à par exemple une seule industrie ou un seul secteur. De nombreux fonds y parviennent, par exemple, en se concentrant uniquement sur les sociétés de type ESG, uniquement sur les sociétés versant des dividendes élevés, uniquement sur les sociétés suédoises, uniquement sur la cryptographie ou autre. Les opportunités ne fonctionnent pas comme ça. Et franchement, je pense que les gérants de fonds le savent aussi. C'est simplement qu'il est plus facile de commercialiser et de vendre leurs produits lorsqu'ils sont spécialisés. Quelque chose que je n'ai jamais dit auparavant, c'est que j'ai failli commettre cette erreur lors de la création de cette chaîne. Je pensais me concentrer uniquement sur les entreprises de l'industrie du jeu. Mon raisonnement était que je créerais un cercle de compétences vraiment solide dans ce domaine, mais cela aurait été un domaine trop restreint. Il y a une différence entre rester dans son cercle de compétences et avoir l'esprit étroit. Les opportunités peuvent surgir n'importe où et, ironiquement, elles ont tendance à s'éloigner de là où les gens pensent qu'elles sont, là où ils pensent qu'elles ne peuvent pas être, car ce sont les gens qui décident du prix des actions. Nous y reviendrons très prochainement. Numéro 8. Restez actif tout le temps. Si vous sentez que vous devez investir tous les jours, vous allez faire beaucoup d'erreurs. C'est juste que ce n'est pas ce genre de business. Vous devez attendre d'avoir le gros argument. Selon vous, qui a le plus de chances de réussir? Le joueur de tennis qui joue 5 matchs par jour ou celui qui joue 5 matchs par an? L'auteur qui écrit 5 fois par semaine ou celui qui écrit 5 fois par an? L'investisseur qui achète 5 actions par semaine ou celui qui en achète 5 par an? L'investissement est l'une des rares exceptions où l'inaction est récompensée. On ne peut pas acheter chaque jour l'équivalent d'un Coca-Cola au juste prix. Cela ne fonctionne tout simplement pas comme ça. Il existe de vastes marchés baissiers où les opportunités sont nombreuses, et il existe des marchés haussiers où les opportunités ne peuvent pas être trouvées, quel que soit le nombre de pierres que vous tournez. Et parfois, il existe des opportunités, mais elles ne font tout simplement pas partie de votre cercle de compétences. Buffett dit qu'un investisseur doit se comporter comme un joueur de baseball qui ne peut pas se retirer. Vous ne vous balancez pas sur chaque balle qui vous est lancée. C'est juste une recette pour des ratés vraiment horribles. Non, vous devez attendre le gros pitch. Numéro 9, trop se diversifier. Si vous connaissez vraiment des entreprises, vous ne devriez probablement pas en connaître plus de 6. Je veux dire, si vous pouvez identifier 6 entreprises merveilleuses, c'est toute la diversification dont vous avez besoin et vous gagnerez beaucoup d'argent. Et je vous garantis que vous lancer dans une 7e le fera plutôt que d'investir plus d'argent dans votre première. 1. Ça doit être. Une terrible erreur. Très peu de gens sont devenus riches grâce à leur 7e meilleure idée. Mais beaucoup de gens se sont enrichis grâce à leur meilleure idée. La diversification est une patate chaude parmi les investisseurs. J'en ai déjà discuté à plusieurs reprises. Je vais donc être assez bref ici et vous diriger vers cette autre vidéo si vous souhaitez approfondir le sujet. Cela se résume essentiellement à ceci. Si vous n'êtes pas disposé à vous renseigner régulièrement sur des entreprises individuelles, vous devriez vous diversifier. Probablement en achetant quelque chose comme un fonds indiciel pour vous protéger contre un manque de connaissances. Mais si vous êtes ce que Buffett appelle un investisseur averti, quelqu'un qui aime se tenir au courant d'entreprises et de secteurs spécifiques, vous devriez tirer parti de ces connaissances pour obtenir des rendements supérieurs au marché. Si vous achetez les 30 plus grandes sociétés du S&P 500, vous ne devriez pas vous attendre à des performances très différentes de celles de l'indice. Une analogie me vient à l'esprit. Quand j'étais plus jeune, certains pensaient que mélanger 40% d'alcool avec 30% d'alcool devait rendre le cocktail obtenu encore plus fort. Peut-être même 70%? C'est bien sûr idiot.
Ajouter quelque chose de plus faible que 40% à celui de 40% ne fera que diluer le résultat. Tout comme l'ajout de votre 7e meilleure sélection d'actions diluera la performance de vos 6 meilleurs portefeuilles. Par souci de transparence, je possède actuellement moi-même 10 actions et je pense que les investisseurs débattront toujours du chiffre parfait. Numéro 10. Biais de confirmation. Il ne fait aucun doute que l'esprit humain sait que ce que l'être humain sait le mieux faire, c'est interpréter toutes les nouvelles informations afin que ses conclusions antérieures restent intactes. C'est un talent que tout le monde semble maîtriser, et Charlie et moi avons commis de grosses erreurs. Parce qu'en fait, nous n'avons pas voulu, jeter un regard neuf sur quelque chose, vous savez, qui se produit. Charlie Munger a une analogie à ce sujet que je trouve assez drôle. Ce que je dis ici, c'est que l'esprit humain ressemble beaucoup à l'œuf humain, et que l'œuf humain est doté d'un dispositif d'arrêt. Lorsqu'un spermatozoïde entre, il s'arrête et le suivant ne peut pas entrer. En tant qu'investisseur, c'est une erreur très coûteuse à commettre. Nous aimons interpréter et rechercher de nouvelles informations afin que nos conclusions antérieures restent intactes, alors que ce que nous devrions faire est exactement le contraire. Nous devons essayer de rester rationnels et peser le pour et le contre pour toutes les sociétés que nous conservons en portefeuille. Historiquement, j'ai eu beaucoup de mal avec cela, mais je pense avoir trouvé 2 antidotes. L'entonnoir mortel chéri et la pilule contre l'ours. Supposons que vous ayez décidé de conserver 10 sociétés dans votre portefeuille. Ensuite, vous devriez avoir au moins 20 candidats avant de décider lesquels garder. Ces 20 ne sont pas des entreprises que vous passez simplement par là. Non, ce sont des entreprises comme Minobia que vous passez peut-être une journée ou 2 à rechercher. Si vous suivez ce conseil, tout ira bien. Vous serez obligé de tuer certains de vos chéris et vous serez ainsi beaucoup plus rationnel. Si vous prenez la pilule de l'ours, vous vous engagez, avant d'ajouter une entreprise à votre portefeuille, à faire le choix très intentionnel de rechercher les pièges potentiels de cet investissement ou peut-être d'embaucher un ami prêt à se faire l'avocat du diable. Numéro 11. Suivre le troupeau. Les humains continueront de commettre les mêmes erreurs que par le passé. Je veux dire, ils ont peur quand les autres ont peur. Je veux dire, c'est vrai, mais quand ils deviennent gourmands, ils le deviennent aussi en masse. Je veux dire, c'est juste que c'est là que Charlie et moi avons un avantage. Nous n'avons pas d'avantage dans bien d'autres domaines. Mais nous sommes capables, peut-être mieux que la plupart, de ne pas vraiment nous laisser prendre au piège de ce que font les autres. Comme vous l'avez probablement déjà observé, investir regorge de choses qui sont contre-intuitives, tout comme l'erreur de sauter par-dessus des barres de 7 pieds et de rester actif tout le temps. Dans de très nombreuses choses dans la vie, il vaut la peine d'écouter la foule. Si vos parents et amis aiment votre petite amie, elle est probablement une très bonne partenaire. Si beaucoup de gens aiment un film en particulier, il y a plus de chances que vous l'appréciez également. Si les gens sont vraiment jaloux de votre carrière, cela signifie que vous vous en sortez probablement plutôt bien, à moins qu'il y ait quelque chose que vous ne leur disiez bien sûr. Eh bien, ce n'est pas le cas en matière d'investissement. En fait, si vos parents et tous vos amis sont d'accord avec le titre le plus récent que vous avez recommandé, cela signifie probablement que vous ne devriez pas l'acheter. Comme le dit un autre excellent investisseur, Howard Marks, ce qui est clair pour le large consensus des investisseurs est presque toujours faux. Comment est-ce possible? C'est parce qu'il n'y a pas de bonne idée, quel que soit le prix. Bien sûr, Tesla pourrait reprendre l'industrie automobile, mais ce ne sera pas un bon investissement si son prix est déjà aussi élevé que celui de l'ensemble de l'industrie automobile. S'il y a une situation dans laquelle je pense que les gens sont particulièrement vulnérables lorsqu'ils suivent le troupeau du haut d'une falaise, c'est lorsque d'autres, dans le pire des CAs, leurs amis, s'enrichissent en faisant quelque chose qui semble facile. C'est ma plus grosse erreur d'investissement jusqu'à présent. J'ai investi pas mal d'argent dans une petite start-up dans laquelle un ami s'était enrichi en investissant. L'entreprise ne faisait pas partie de mon cercle de compétences, mais j'y ai néanmoins consacré mon argent durement gagné, car ses rendements étaient si séduisants et je savais aussi qu'il était impliqué dans l'entreprise.
Le jury n'est pas encore connu, mais si cela ne s'avère pas être mon erreur la plus coûteuse jusqu'à présent, je suis tout simplement chanceux. Numéro 12. Omission. Les plus grosses erreurs que nous avons commises sont, de loin, des erreurs d'omission et non de commission. Je veux dire, ce sont les choses que je savais suffisamment faire. Elles faisaient partie de mon cercle de compétences. Et je suçais mon pouce. J'ai probablement coûté à Berkshire au moins 5 milliards de dollars, par exemple, en suçant mon pouce il y a 20 ans ou presque, lorsque Fannie Mae avait des problèmes et que nous aurions pu racheter toute l'entreprise pour pratiquement rien. Jusqu'à présent, presque toutes les erreurs figurant sur cette liste sont des erreurs de commission. Vous effectuez une sorte d'action pour les créer. Cependant, comme le souligne Buffett, la plus grande erreur est parfois de ne pas faire quelque chose. Vous savez, ne pas demander à cette fille qui vous intéresse si elle veut sortir avec vous. Ne prenez jamais de risques dans votre carrière. Ou, comme dans le SIA de Buffett, ne pas investir dans quelque chose qui allait de soi. Cette erreur est encore plus ennuyeuse si elle est combinée avec celle dont nous avons déjà parlé, s'attachant à votre prix d'achat. Buffett a souvent mentionné que cela lui était arrivé avec Walmart. Il prenait une participation dans la société, je crois que c'était au début des années 90, mais le cours de l'action s'est un peu envolé. Bien sûr, si vous pensez qu'une entreprise représente une excellente opportunité à X dollars, elle reste probablement une bonne opportunité. Mais l'esprit de Buffett était attaché au premier prix qu'il obtiendrait, et il espérait que le titre baisserait à nouveau. Cela n'a jamais été le CS. Buffett a déclaré que cette erreur aurait coûté à Berkshire Hathaway environ 8 milliards de dollars de bénéfices. Il a failli commettre la même erreur avec l'un de ses plus gros investissements de tous les temps, See's Candy. Mais à cette occasion, Charlie Munger a réussi à le convaincre du contraire. Bien sûr, le recul est toujours de 20 à 20, mais lorsque quelque chose entre dans votre cercle de compétences et que vous l'avez identifié comme une opportunité, vous ne restez pas là à le grignoter. Vous prenez une bouchée complète. Ce sont les 12 péchés capitaux de l'investissement. Mais peut-être en avez-vous un autre dans votre manche. Aidez vos collègues investisseurs en partageant votre expérience dans les commentaires. Aussi, si les investissements de Buffett sont les plus importants de tous les temps, regardez cette vidéo. Bravo les gars!